Bonjour. Vous l'avez constaté comme moi, il y a un certain nombre d'anomalies actuellement dans la météo, de manière générale. C'est quasiment l'été, mais surtout, la particularité, c'est que la France est coupée en deux. Il fait beau, fort heureusement pour nous, dans le nord, et le sud connaît, le sud, même l'Espagne, l'Italie, de très violents orages. Des quantités d'eau énormes qui tombent, c'est-à-dire qu'en quelques heures, on a la quantité qui tombe en plusieurs mois, sur un sol qui est sec, qui n'absorbera pas l'eau, et donc de fait des ruissellements intenses qui ont donné des coulées de boue, des inondations et des écroulements de berges, de fleuves. Et donc, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, la Terre se réchauffe, vous le savez, même on a parlé de, allez, oublions les 1,5 degrés du GIEC, oublions les 2 degrés, oublions, on est à 2,7, 2,8, et puis même on parle même, on ose avancer le chiffre de 4 degrés, qui est une température moyenne. C'est-à-dire qu'il va y avoir des pointes beaucoup plus élevées pour la température moyenne du globe à l'horizon 2100. Et auquel cas, là on assiste non plus à un réchauffement, mais à mon avis un changement complet, on aura l'occasion d'y revenir, de climat. Mais il y a un autre phénomène qui intéresse beaucoup les physiciens de la très haute atmosphère et les climatologues, c'est que si les basses couches de l'atmosphère se réchauffent, enfin, on n'a pas besoin d'épiloguer, par contre, depuis 30 ans, suite à des mesures effectuées par 3 satellites américains, on s'aperçoit que la très haute atmosphère, elle, ne se réchauffe pas, mais au contraire, se refroidit, et de plus en plus, ce qui va avoir de très grosses conséquences et va expliquer un certain nombre de phénomènes, comme par exemple ce que l'on a, la situation actuelle de blocage, par exemple, on a une situation qui est bloquée depuis 15 jours, qui va vous expliquer également le développement d'orages extrêmement violents et puis l'apparition de plus en plus de cyclones, de tornades dans nos contrées. Tout d'abord, campons le décor. De quoi parlons-nous quand on parle de l'atmosphère? L'atmosphère, c'est bien sûr la couche de gaz, la pellicule à l'échelle du globe qui entoure notre globe et a permis, je veux dire, l'éclosion de la vie. Parce que sans atmosphère, eh bien, on aurait été victime, comme par exemple la planète Mars, bombardement à la fois du rayonnement solaire avec les rayons X, qui annihilent toute existence possible, et puis également des météorites atmosphères jouant le rôle en quelque sorte de couverture de phare. Vous savez, c'est les fameuses rentrées dans l'atmosphère avec les météores et les pluies de météorites. Alors, cette couche de gaz, c'est un peu un millefeuille. La couche la plus dense, là où l'atmosphère est la plus dense, et également, pour nous, la plus chaude, c'est ce qu'on appelle la troposphère, c'est-à-dire entre 0 et 12 km. C'est fluctuant, on va y revenir. Mais enfin, c'est là où volent les avions. Au-dessus, il y a la stratosphère. La stratosphère, là, c'est déjà presque le vide pour nous. Concorde, vous voyez, c'est 12 km, le minimum, Concorde volait, lui, à 18 km. C'est-à-dire que l'air était beaucoup moins dense. Et ça monte jusque vers 50 km. Et au-dessus, il y a la mésosphère qui va nous intéresser, entre 50 et 80 km. Et puis après, il y a la thermosphère, qui est, disons, de 80 700 km, c'est-à-dire, c'est vraiment le vide le plus complet. Enfin, faisons très attention quand on parle de vide, c'est jamais le vide. Il reste toujours quelques molécules de gaz résiduels qui circulent. Un dernier détail pour vous fixer bien les idées. La pression atmosphérique, c'est-à-dire la densité, le poids de la colonne d'air, diminue de moitié tous les 5 km. C'est-à-dire à 5000 mètres d'altitude, allez, j'arrondis du Mont Blanc, c'est la moitié de la pression atmosphérique. C'est-à-dire qu'il y a autant de gaz entre 0 et 5000 mètres qu'entre 5000 mètres et puis le vide, l'univers. Il faut avoir ça présent à l'esprit. Et puis, à mesure que l'on monte, eh bien, la température diminue. On a tous pris l'avion, et puis le commandant de bord, nous avons atteint notre niveau, mettons, 330, et la température extérieure est de moins 55 degrés. Là, il fait très froid. Nous faisons très attention. Après, il va y avoir une inversion, c'est la température diminue, puis après, réaugmente à niveau. Donc, ce qui va nous intéresser, et ce qui intéresse aujourd'hui les climatologues, c'est cette couche entre la stratosphère et la mésosphère. Et oui, on s'est aperçu que dans cette couche qui est fluctuante, la température diminue.
C'est-à-dire qu'au lieu de se réchauffer comme la troposphère, avec le réchauffement climatique, eh ben les couches supérieures, elles, se refroidissent. Et on a perdu 1,7 degrés, disent les satellites américains, entre 2009-2012, et si ça continue, on va perdre 7 degrés dans la très haute atmosphère, ce qui, bien entendu, va avoir un certain nombre de conséquences qui vont nous concerner, nous, au niveau du sol. Quelles sont donc les conséquences à la fois du réchauffement des basses couches de l'atmosphère, ça on le sait, et de la chute de température observée dans les hautes couches de l'atmosphère? Alors les conséquences, à mon avis, sont de deux ordres. Premier problème, si j'augmente l'écart de température entre les basses couches de l'atmosphère et les hautes couches, c'est en quelque sorte le moteur de la cyclogénèse qui va se trouver en quelque sorte accélérateur au plancher. Autrement dit, ça va favoriser le développement de nuages d'orage beaucoup plus développés et beaucoup plus hauts, des orages tropicaux, avec des conséquences que l'on connaît au niveau du sol, qui vous expliquent qu'aujourd'hui, les orages sont plus forts. La deuxième conséquence, c'est l'apparition de cyclogénèse, c'est-à-dire le prélude à la formation, on l'a vu déjà dans notre contrée, de, pas comme aux États-Unis où c'est violente, mais de tornades dévastatrices, on en a eu, notamment sur le nord de la France, et puis une cyclogénèse, c'est-à-dire la formation de cyclones extrêmement méchants et mauvais, et de plus en plus forts, pas plus nombreux, mais de plus en plus forts. Et la deuxième conséquence, elle est au niveau, des satellites qui circulent dans l'atmosphère. On retient l'ordre d'idée que le plancher des satellites, c'est 120 km d'altitude. En dessous de 120 km, ils font quasiment un tour et demi de terre, et hop, ils redescendent. Et donc, si vous voulez satelliser, par exemple, la Station spatiale internationale, elle est à 400 km. Et vous vous souvenez, la Station spatiale internationale, même à 400 km avec ses énormes panneaux solaires, subissent l'impact du rayonnement solaire et surtout sensibles à la densité des gaz dans la haute atmosphère. Or, je vous l'ai dit, cette densité augmente puisque la haute atmosphère se refroidit. Et donc la station spatiale, comme les satellites, vont être beaucoup plus freinés et il va falloir soit les remonter régulièrement avec des moteurs comme la station spatiale, soit ils tourneront beaucoup moins longtemps. Ce qui est aussi un avantage, ça permettra, disons, un auto-nettoyage des hautes couches de l'atmosphère avec les débris des satellites. Donc, vous voyez, les deux conséquences. Mais il y a une autre conséquence à laquelle il faut tenir compte. C'est ce qu'on appelle les courants de jet. Et oui, les courants de jet se nourrissent de l'écart de température entre les zones chaudes, tropicales, et les zones froides, les zones polaires. Or, cet écart de température, avec le réchauffement, notamment du pôle Nord, plus rapide que le reste de la planète, eh bien cet écart de température diminuant, le courant de jet, vous allez le voir, devient, j'oserais dire, moins nerveux. Il oscille beaucoup plus. Et c'est qui est la conséquence de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, souvent je vous en parle, les courants de jet ont un rôle énorme dans la prévision, c'est-à-dire la formation des dépressions et des anticyclones. Et donc, ces courants de jet marquent la frontière entre les zones chaudes et puis les zones plus froides. Et vous vous rappelez, il y a tout de même 4 courants de jet, 2 dans l'hémisphère nord, 2 dans l'hémisphère sud. Et ce qui nous concerne, nous, dans l'hémisphère nord, ce sont 2 courants de jet, l'un circumpolaire, le fameux vortex polaire, et puis un autre qui est tropical, qui est beaucoup plus bas. Or, ce courant de jet est moins énergique parce que le pôle nord se réchauffant plus vite que le reste, l'écart de température entre les zones tropicales et le pôle nord s'amincit, le courant de jet est plus mou en quelque sorte, il oscille beaucoup plus et surtout, ce que l'on aperçoit là, regardez, il se coupe quasiment en deux. Vous voyez, il y a une partie plus au nord, la branche septentrionale, et puis, regardez, cette branche, alors que d'habitude, il passe quasiment à travers la France, eh bien non, il va osciller et passer quasiment sur la Méditerranée, le Maghreb, la Grèce, et pour revenir vers l'Ukraine et puis la Sibérie. Ça, c'est la situation qu'on a connue en août 2022, avec entre les deux
un énorme anticyclone qui était comme un couvercle et avait maintenu au sol de l'air très chaud. D'où la canicule. Donc, aujourd'hui, on a exactement le même type de situation. Quand on regarde le courant de jet, eh bien, vous avez deux courants de jet, l'un qui passe au nord et l'autre qui passe au sud, et qui donne donc ces fameux orages, cette bande d'orages qui fait le Portugal, l'Espagne, le sud de la France, mais également, n'oublions pas, l'Italie, la Grèce, etc. Et un peu plus au nord, sur l'Angleterre, l'anticyclone, qui va nous maintenir comme un couvercle, un dôme de chaleur au-dessus de l'Europe. N'oublions pas, et c'est même terrible, c'est que dans le réchauffement est plus marqué, malheureusement pour nous, sur l'Europe du Nord et notamment la France que sur le reste de la planète. C'est-à-dire que l'Europe, la France, se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète, ce qui n'est tout de même pas de bon augure pour la suite des événements. Bref, il y a de quoi tout de même être inquiet. D'ailleurs, à propos d'inquiétude, regardez, urgence climatique, ça porte bien son nom, et le conseiller scientifique, c'est notre ami Jean Jouzel, que je salue. Ça se passe à la Cité des Sciences, à la Villette. C'est une exposition permanente. Exposition, vous allez voir, variée, intéressante, qui vous donne les clés pour comprendre ce que je viens de vous expliquer, avec encore beaucoup plus. Surtout, ce qui est intéressant, ce sont les maquettes et les animations. Écoutez à ce sujet ce que dit notre ami Jean Jouzel. Ici, à la Cité des Sciences, magnifique exposition sur 2000 mètres carrés, c'est énorme, consacrée au réchauffement climatique. Et surtout, le souci, c'est de faire comprendre au grand public, bon, qu'il y a urgence, mais qu'il y a également des solutions, mais surtout que toutes nos activités sont touchées par le dégagement de gaz carbonique. Tenez, juste un exemple, on veut vous faire comprendre les ordres de grandeur. Tenez, regardez. Voilà, vous voyez, ça représente la quantité d'énergie, 1 kg de bœuf. Il faut beaucoup d'énergie, évidemment. Par contre, à côté, vous voyez, beaucoup plus petit, 1 kg de poisson. Vaut mieux manger du poulet, c'est plus petit. Et puis enfin, regardez, ce qui est le plus économique en gaz carbonique. Oh, regardez, la petite pomme, juste une pomme, 1 kg de pomme par rapport à 1 kg de bœuf. Écoutez à ce sujet, Georges Jouzel. J'aimerais qu'à la sortie de cette exposition, les visiteurs comprennent de quelle façon finalement il a une influence sur la composition, sur son environnement, en particulier la composition de l'atmosphère, et qu'à travers ses activités, il contribue à la modification de notre climat. Puis aussi, bien sûr, redire que l'évolution du climat futur dépend de ses activités, mais qu'il y a aussi des solutions à mettre en œuvre et que plus vite on les mettra en œuvre, mieux ce sera. Il y a cette urgence, si on veut que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique dans la deuxième partie de ce siècle. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. Si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, alors ça sera très difficile, peut-être 2 degrés, eh bien, de façon à ce qu'on puisse s'y adapter, eh bien, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. C'est ça le terme d'urgence climatique. Il faudrait que d'ici 2030, à l'échelle planétaire, eh bien, les émissions soient divisées par 2 par rapport à ce qui est envisagé. C'est ça le message. Et même au niveau français, quand on regarde, il faudrait que, pour atteindre les objectifs qu'on a inscrits dans la loi, hein, c'est bien ça, eh bien, il faudrait pratiquement diminuer de 5% chaque année nos émissions en France. Nous en sommes à 2%, il faudra vraiment doubler le rythme. On voit bien que cette exposition interroge complètement le mode de fonctionnement de nos sociétés. Comment prépare-t-on les jeunes d'aujourd'hui au monde qu'ils connaîtront demain? C'est un peu ça le message de cette exposition. Évidemment, le point de départ, c'est le réchauffement climatique, la neutralité carbone, mais c'est très large dans la réflexion que ça devrait amener le visiteur à avoir.